nouveau type de docteur. Le docteur junior, en fait, c'est le débutant chirurgien, une fois qu'il a tous ses diplômes. Alors, Renaud était président du CJO. Il est président du CJO. Oui, toujours. Voilà, c'est ça. C'est le Collège des jeunes orthopédistes. Et j'aurais peut-être dû le rajouter dans mes briques tout à l'heure de la SOFCOT. Hein. Donc, voilà. Le Collège des jeunes orthopédistes, c'est une partie aussi de la SOFCOT où il y a des jeunes chirurgiens dont on voudrait qu'ils accèdent le plus vite aux responsabilités de la SOFCOT. Renaud, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous, chers académiciens, chers professeurs, chers maîtres. Je suis donc le docteur Renaud Sibony, praticien hospitalier université au CHU de Reims. Je remercie à la fois la SOFCOT et l'Académie nationale de chirurgie de m'avoir proposé de venir avec vous aujourd'hui et de vous faire un retour finalement d'expérience sur la première année de docteur junior en chirurgie orthopédique. Il y a eu récemment la réforme du 3e cycle qui a créé 2 statuts. Le statut d'interne que l'on connaît, mais qui a été diminué finalement aux 4 premières années de formation. Puis vient le statut de docteur junior suite au décret du 3 juillet 2018 à partir de la 5e année. Et l'interne, pour avoir ce statut de docteur junior, doit valider sa thèse de médecine, valider bien sûr les compétences et connaissances lors de la phase 2, qui est la phase d'approfondissement. Et à partir de ce moment-là, il est inscrit au Conseil de l'Ordre des médecins en tant que docteur junior. Voici à quoi ressemble finalement la maquette aujourd'hui de formation de nos étudiants, donc maquette de DES. Ils rentrent dans la maquette au cours de la phase socle qui dure 1 an. À la fin de cette année, il y a une évaluation. Puis vient la phase d'approfondissement qui peut durer de 2 ou 3 ans en fonction de la spécialité. En chirurgie, c'est 3 ans. À la fin de ces 3 ans, il passe sa thèse de docteur en médecine. Une fois qu'il a validé sa thèse, il peut s'inscrire donc en tant que docteur junior au Conseil de l'Ordre des médecins. Puis vient 2 années supplémentaires pour la chirurgie pour qu'il valide son DES. Quel est le rôle du docteur junior? Le rôle, il va avoir des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins. Et l'objectif finalement de ces 2 années, c'est d'avoir une autonomisation progressive à l'activité de chirurgien. Il va avoir bien évidemment un accompagnement qui sera à faire par le praticien qui est responsable du stage. Et le docteur junior va exercer son activité, donc ses fonctions de prévention, diagnostic et soins, sous la responsabilité du responsable, du praticien responsable. Il est venu la première année de docteur junior pour les internes de chirurgie et notamment de chirurgie orthopédie. Donc, on a voulu, au Collège des jeunes orthopédistes, de savoir comment s'est passée finalement cette première année. On a sondé 108 docteurs juniors et on a eu un taux de réponse de 82,4%. Majoritairement, des hommes nous ont répondu à 68,5%. Et lorsqu'on regarde les différents terrains de stage qui nous ont répondu, on voit qu'on a plutôt une bonne représentativité des différents terrains de stage disponibles en orthopédie pour les docteurs juniors. Le choix de stage de docteur junior se fait sur une méthode d'appariement qui est dématérialisée sur Internet. Donc, on a voulu savoir comment ça s'est passé pour ces docteurs juniors. On voit que ça a été plutôt satisfaisant dans la majorité des cas. Mais dans certains cas, des problèmes de connexion, donc tout ce qui est dématérialisé, donc sur le logiciel CIMOP, et certains stages qui étaient finalement voués d'avance ou n'étaient pas possible d'accès lors de ce choix. Concernant le lieu du terrain de stage, pour cette première année, elle a été majoritairement dans la subdivision. C'est posé la question, lorsqu'il y a eu ce statut de docteur junior et des stages de 1 an, sur la possibilité de faire un interchu. On remarque que dans la grande majorité des cas, malheureusement, au cours de cette première année de docteur junior, dans 73,9% des cas, il n'était pas possible de faire un interchu. Pour les 26% restants, la durée était de 1 an où il avait été possible quand même de séparer en 2 l'interchu. Comme je vous ai dit, le stage de docteur junior dure 1 an, donc c'est 2 fois 1 an, alors que les stages d'interne, c'est d'une durée de 6 mois. Donc, on s'est posé la question de savoir si finalement ces docteurs juniors étaient satisfaits de faire toute une année dans le même service. Il faut voir qu'à 67% des cas, ces docteurs juniors étaient plutôt satisfaits sur le fait d'avoir un stage d'une durée de 1 an, malgré quand même quelques prérogatives ou de difficultés sur finalement la fermeture de la possibilité de découvrir d'autres services, parce que finalement, on diminue la possibilité d'aller dans différents services avec un internat ou un statut d'interne qui est diminué à 4 ans.
d'empêcher les interchus. Vous avez vu juste avant que beaucoup d'interchus ont été refusés et certains stages qui étaient plutôt fléchés vieux semestre n'étaient donc du coup plus du tout accessibles. Quand on est docteur junior, on a la possibilité à la fois de faire des gardes en tant qu'interne ou des gardes aussi en tant que senior. Donc, c'est poser la question de savoir où ont-ils fait leur garde lors de cette première année de docteur junior. On remarque que dans 55,7%, ils étaient uniquement sur le tableau de garde des internes. Concernant le tableau de garde des seniors, à 17% des cas, ils étaient uniquement sur le tableau de garde des seniors. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est que dans 20% des cas, ils étaient à la fois considérés comme internes en garde ou considérés comme seniors. Pour quelles raisons? Dans certains stages, ils ne pouvaient pas participer à la liste de garde des seniors. Soit c'était tout simplement pas autorisé par le responsable parce qu'ils étaient considérés comme trop jeunes, soit parce qu'il n'y avait pas besoin, parce qu'il y avait assez de seniors dans le terrain de stage, ou sinon, ils rapportaient des difficultés logistiques avec quelque chose de nouveau et notamment des problèmes de rémunération sur un praticien un peu plus vieux qui serait là si besoin, en backup, pour venir aider le plus jeune qui commence finalement ses premières gardes en tant que chef. Ou tout simplement pas assez d'internes. Du coup, le tableau de garde des internes ne peut pas tourner et donc l'impossibilité de participer aux gardes de seniors. À partir de quand finalement ces docteurs juniors ont pu participer aux gardes de seniors dans les terrains de stage où c'était possible? On remarque finalement que dans la majorité des cas, 39%, dès le début, ils ont été mis sur le planning de garde des seniors. Mais on voit que finalement, par rapport aux résultats, à 30% des cas, c'était vraiment à la fin du 6e mois. Est-ce qu'un senior était disponible à chaque fois? On voit que dans la majorité des cas, 94,1%, un senior était disponible. Il y a quand même une réponse qui a été dans la négative où il n'y avait malheureusement pas de senior de disponible. Vous avez vu que ces 2 années, le but est l'autonomisation, que ce soit en orthopédie et en traumatologie. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il l'était vraiment, que ce soit en consultation ou finalement au bloc opératoire? On remarque que dans 48% des cas, il l'était à la fois en traumato et en orthopédie en consultation, uniquement sur la traumatologie dans un peu plus d'un tiers des cas, et concernant la chirurgie au bloc opératoire, à peu près les mêmes chiffres, avec 55% des cas où ils étaient autonomes en traumato et en orthopédie, et uniquement en traumatologie dans certains centres à 34% des cas. On leur a posé la question, après ces 2 ans de docteur junior, est-ce que vous allez vous sentir finalement prêt à faire votre activité? On remarque que majoritairement, à 48,9% des cas, ces docteurs juniors ne se prévoient pas, finalement, ne vont pas se sentir prêts à débuter leur activité juste après sa 2e année de docteur junior. On leur a demandé que souhaitez-vous faire finalement après? On remarque que majoritairement, ils souhaitent briguer un poste de chef de clinique ou un poste d'assistant à la suite de ces 2 années de docteur junior. On a profité finalement de cette enquête pour savoir si certains étaient intéressés par une carrière universitaire. On remarque que majoritairement, une grande majorité n'est pas intéressée à 80,9%, avec 5 réponses, 5 candidats sur les 89 qui ont répondu, 89 répondants qui sont intéressés par une carrière universitaire. On leur a posé la question, pour quelles raisons? Trop de contraintes, de sacrifices. Certains ont peur que la partie universitaire ou de recherche empiète trop sur la clinique. Certains ne sont pas du tout intéressés. Des commentaires sur l'absence d'encadrement. Finalement, ils ne se sentent pas encadrés ou poussés pour pouvoir faire ce type de carrière. Certains rappellent une rémunération qui n'est pas assez intéressante ou sinon les conditions de travail à l'hôpital public que l'on sait qui sont assez difficiles. Pour ceux qui ont répondu oui, pour quelles raisons? On remarque que l'enseignement, et notamment l'enseignement pratique, reste finalement la réponse qui est la plus donnée par les répondants qui souhaitent faire une carrière universitaire. On leur a posé aussi la question, quelle activité voudriez-vous exercer dans le meilleur des cas? Majoritairement, à 31,5%, ils souhaitent faire une activité libérale et vient juste derrière à 29% une activité mixte, que ce soit CHU, CH et libérale. On remarque que 5 répondants ont répondu à vouloir rester à l'hôpital public, au CHU. Pour terminer, on leur a posé la question, est-ce que vous êtes finalement satisfait de cette première année de docteur junior? On remarque que les résultats sont plutôt satisfaisants avec un score au-delà de 3 sur 5 dans presque 66% des répondants. On leur a posé la question, est-ce que vous avez des commentaires supplémentaires à nous dire sur cette première année? Ils rapportent quelque chose de plutôt flou sur l'organisation. C'est quelque chose de nouveau, ça vient d'arriver, un nouveau statut.
avoir la sensation de boucher les trous, d'être à la fois considéré comme un interne ou considéré comme un chef. On parle de phase de transition intéressante, l'idée d'une autonomisation, notamment pour la traumatologie. Les idées de financement de cette deuxième ligne d'astreinte, on pense que quand même il est nécessaire d'avoir un senior un peu plus vieux qui soit là, si besoin, en sécurité, pour venir les aider s'ils sont en difficulté lors des gardes. Certains postes qui ne semblent pas finalement accessibles malgré ce phénomène d'appariement, et ils rapportent un salaire bas par rapport aux nouvelles responsabilités qui leur incombent avec ce nouveau statut. Je tiens à remercier bien évidemment tous les répondants qui ont participé à ce questionnaire et tous les membres du bureau du Collège des jeunes orthopédistes qui m'ont permis de vous rapporter aujourd'hui ces résultats. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Oui, allez-y. L'interchute ne semble pas possible pour deux raisons. La première, c'est le fait que ça soit des durées de 1 an. Faire un interchute d'une durée de 1 an, il ne semblait pas possible de manière générale, parce qu'en principe, c'est 6 mois. Donc ça, c'est une première raison. Et deuxième raison, c'est que finalement, il n'est pas considéré qu'en tant que docteur junior, qu'il soit vraiment le bon moment pour faire un interchute. C'est le moment vraiment de s'autonomiser, que ce soit en périphérie ou finalement dans un centre hospitalier universitaire, là où il y a son lieu de formation, là où il y a son responsable de formation. On a eu ce petit problème-là, mais on remarque finalement, malgré cela était possible. Donc, il faut finalement le diffuser et que je pense que tout le monde est d'accord que de faire un interchute, ça apporte à tout le monde, à la fois à l'équipe qui envoie l'interne faire un interchute, même au centre hospitalier, parce que souvent, on ramène des techniques, des nouvelles idées, de nouvelles choses. Donc, montrer que je pense que c'est intéressant de surtout dire, le message, c'est possible. Il faut continuer à motiver son projet. Et ce n'est pas parce que les règles, finalement, ont changé et que ces stages doivent durer d'1 an. On voit que finalement, il y a eu des dérogations, que ça soit 6 mois. C'est souvent avec le centre de référence. L'interne a fait, ou le docteur junior a fait 6 mois d'interchute, il est retourné 6 mois là d'où il vient. Donc, c'est quand même possible. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir et ne pas dire non, maintenant c'est terminé ou il faut le faire plus tôt. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faire un interchute trop tôt, je ne pense pas que ça apporte beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps, finalement, déjà d'emmagasiner ce que l'on doit apprendre là d'où on nous forme. Et on n'a pas assez le recul, je pense, pour bénéficier au plus de cette interchute. Oui, je voulais vous poser une question sur le ratio, sexe ratio qui est de 2/5, alors qu'on est dans une féminisation des pratiques médicales, enfin de l'exercice de médecin. Et là, je note que dans vos statistiques, vous avez 26 femmes pour 63 hommes. Comment vous expliquez ça? C'est un reste finalement plutôt représentatif de notre population on va dire de chirurgiens en formation en orthopédie. Il est vrai que ça augmente petit à petit. Après, il faut laisser le temps. La féminisation, en tout cas pour les jeunes, elle est encore, je pense que plutôt vers le début en orthopédie. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. C'est quelque chose de super important. Il faut le prendre en compte. Et on est plutôt content d'avoir cette féminisation de notre spécialité. Mais finalement, c'est un exemple qui montre qu'on n'en est qu'au début. Alors, est-ce que ça vient d'un manque de demande ou d'une absence de demande de nos collègues femmes, ou est-ce que ça vient d'une question purement de nombre de personnes concernées par cela? Je ne saurais pas vraiment vous dire quelle en est la raison. Après, je ne pense pas que les jeunes femmes ont moins bien répondu au questionnaire par rapport à la spécialité de manière… Oui, par rapport, c'est ça, oui, par rapport. Est-ce que peut-être on aurait une image en orthopédie un peu plus… je ne pourrais pas vous dire, mais… Machiste, non, je ne sais pas, non. Simplement, le problème de l'orthopédie, comme d'autres spécialités, on peut le dire, c'est le problème de la vie de famille avec les gardes trop nombreuses. Donc, les femmes s'orientent plutôt vers des équipes où les gardes sont partagés, vers des spécialités comme la chirurgie de la main. C'est ce que je constate pour le moment. Et puis, progressivement, je pense qu'on va se féminiser avec un peu de retard par rapport aux autres spécialités. Mais il y a vraiment une féminisation. Et c'est très important parce qu'elle oblige à une réorganisation de la profession. Et ça, on a eu un thème, un déjeuner de débat à la Sofcote là-dessus. On est obligé de travailler sur un mode différent et d'organiser les emplois du temps de façon différente.
parce que c'est une aspiration à un rythme de travail qui est différent et qui concerne aussi les jeunes collègues. En tout cas, c'était passionnant votre topo, Renaud, je vous remercie. Il y a quand même deux points. C'est la mobilité. La mobilité, ça devrait être obligatoire parce qu'on ne peut pas la faire. Ce n'est peut-être pas le bon moment comme docteur junior, mais je ne suis pas sûr que ce soit plus facile un peu plus tard. Il y a quand même des services. Moi, j'étais chef de service en province où on ne peut pas dispenser toute la formation nécessaire, notamment à des internes qui s'orientent vers le monde supérieur. C'est pour ça que j'ai été obligé de les envoyer. Peut-être que Thomas en a bénéficié dans des établissements privés parce que j'estimais que dans mon service, on ne pouvait pas leur donner cette formation. À Paris, c'est différent. Il y a plus de services et encore. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut l'organiser. Maintenant, il y a le TGV. Bon, on va pouvoir faire ça. Et la deuxième remarque, c'est la désaffection pour les carrières hospitalières, parce que moi, malgré le fait que je sois passé en privé, je considère que le mode idéal d'exercice, c'est le mode en équipe, avec le compagnonnage, et qu'on a besoin, on apprend tout au long de sa vie. Hein. Moi, j'ai appris, même quand j'étais PH, etc. Donc, c'est embêtant de chercher trop vite à s'autonomiser. Et c'est mieux de rester en équipe, mais encore faut-il le vouloir et que ça soit attractif. Donc, c'est quand même inquiétant de voir qu'il n'y a que 5 sur 5% qui veulent rester dans les CHU. Enfin, il serait temps de développer la mixité de l'exercice. Pardon ? C'est moi qui prenais la parole et je me dis, et j'ai toujours regretté qu'il y ait cette séparation entre l'hôpital et la ville et l'impossibilité de pouvoir avoir un double exercice en ville et à l'hôpital. Oui, il faut décloisonner. Il faut décloisonner, je crois que c'est l'avenir, ne serait-ce que pour les datas, pour les recueils des datas, et ça se fait dans certains sens. C'est le serpent qui se mord la queue parce que la réforme Debré, ça a été fait pour éviter les temps partiels. Je le rappelle, parce qu'on disait que temps partiel, ils passent plus de temps dans leur cabinet qu'à l'hôpital. Et puis, donc, il a fallu choisir et devenir temps plein. Et puis maintenant, on revient en arrière avec des règles qui ont évolué. Donc, c'est intéressant de voir qu'on refait l'histoire. Oui, Laurent. Oui. Philippe, il y avait... une minute, Laurent. Oui. 30 secondes. Ah oui, je vais être très bref. Non, c'est sur la féminisation de l'orthopédie, puisqu'on a vu monter petit à petit, voilà, il y a plus de femmes. Mais moi, je dis, enfin, j'ai une formule, pourquoi il y en a beaucoup plus en ophtalmo qu'en orthopédie des femmes? C'est le poids des instruments. C'est-à-dire qu'en ophtalmo, vous avez une petite boîte et vous réalisez votre cataracte, autre chose. Pour faire une prothèse de hanche, il faut une camionnette. Et je pense que c'est ce côté un peu grossier, manipulateur, bricoleur, ça en repousse quelques-unes. Mais elles ont tort. Je crois que c'est dommage. Par rapport à ça, il y a des boîtes qui vont retravailler finalement les ancillaires pour éviter cet écueil-là avec, par exemple, des porte-cotilles ou ce genre de choses qui vont être plus légers pour que ça soit moins contraignant. Bon, très rapidement aussi, Monsieur le Perpétuel, si vous me le permettez, je partage modérément l'analyse de mon ami Laurent Sédel. Je veux dire que les femmes sont autant capables que nous d'utiliser des camionnettes pour mettre des prothèses totales de hanche. Ça, c'est le premier truc. Deuxième réflexion très rapide. À l'Académie nationale de chirurgie, il y a une commission concernant la féminisation. Troisième réflexion, il est vrai que dans l'orthopédie, si l'on se propulse dans les 10 dernières années, il y a une fuite des hospitalo-universitaires vers le privé. Et contrairement à ce que certains collègues pourraient penser, ce n'est pas tellement l'appât du gain qui les propulse vers le privé, mais c'est, on va dire, les conditions de travail. Je rappelle de façon solennelle que quand j'étais doyen, c'est-à-dire il y a maintenant 7 à 8 ans, dans les 10 dernières années de précédant mon décanat, il y a eu 10 réformes hospitalières qui ont touché. Voilà, donc ça, c'est des réflexions. Une question. Dans une de vos diapositives, vous avez clairement écrit qu'un docteur junior, finalement, gagnait peu. Combien il gagne? Alors, le chiffre, je serais incapable de vous le dire exactement. Mais en tout cas, il gagne mieux qu'un interne. Mais en soi, ça reste toujours… C'est SMIC. Ah non, c'est moins cher que c'est entre un interne et un chef, un jeune chef de clinique ou un assistant, ça reste moins. Mais je ne suis pas capable de vous dire.
C'est Je peux pas vous dire, 1700 euros sans les gardes. Je n'ai pas le chiffre, je vais Philippe, dire une bêtise. combien tu dis? Je crois que c'est 1700 sans les gardes. Non, en fait, c'est un peu plus, parce que je posais la question, mais je connais en partie la réponse. En dehors des gardes, en net, c'est 2250 euros, ce qui est ridicule à mon avis. Non, bien évidemment. En tous les cas, merci, monsieur. Merci à vous. Merci. Alors, Philippe, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et comment il faut préserver le ligament croisé antérieur dans les prothèses de genoux?